Je vais maintenant passer à la séance de questions-réponses et je vais plutôt me tourner vers Étienne et Lise qui m'écoutent, j'espère. Ils vont pouvoir me dire s'il y a des questions. On t'écoute toujours, Philippe. Bonjour à tous. Donc, la Bonjour. première question, c'est quels logiciels sont utilisés pour planifier en chaîne critique? Comment sont généralement générés les fever charts chez vos clients? S'agit-il d'une base Excel ou d'un logiciel spécialisé? OK. Euh, on, on peut faire de ce genre de choses quasiment à la main. On peut faire ce genre de choses avec Excel. On peut faire ce genre de choses avec MS Project et on peut faire ce genre de choses avec des logiciels chaîne critique. OK. Euh, les logiciels chaîne critique, il y en a à tous les prix, hein, ça va de 500 euros à 50 000 euros. Euh, donc, vous trouverez un tableau comparatif sur nos sites qui présente les forces et faiblesses des différentes solutions. OK. Euh, il se trouve que plusieurs des cas que nous avons présentés ici ont été faits avec un outil qui est un add-on, quelque chose qu'on greffe sur MS Project, qui coûte à peu près 600, 700 euros, il me semble, actuellement, en monoposte. Donc, si vous avez qui est le numéro un mondial, n'est-ce pas? Si vous avez MS Project, vous achetez donc ce logiciel. Il s'agit dans ce cas de ProChain. Ça vous permet de rester dans l'environnement que vous connaissez de MS Project et de faire de la chaîne critique. Il y a un nouveau menu qui est rajouté à votre MS Project qui vous permet de faire de la chaîne critique, générer des fever charts, etc. C'est ce que nous recommandons parce que réfléchissez au retour sur investissement, 500 euros pour un logiciel qui fait ce genre de choses. Quand vous allez peut-être gagner, dès le premier déménagement, vous allez gagner 3 jours parce que l'outil vous permet de voir, d'optimiser mieux. Pour nous, c'est évident que c'est rentable. Mais parfois, pour des questions de politique ou autres, c'est pas possible de faire comme ça. Et on peut s'en sortir avec MS Project en faisant un peu à la main la recherche de la chaîne critique et les optimisations. C'est plus lourd, mais c'est pas impossible. Et on a même fait des interventions quand le sujet à traiter n'est pas trop compliqué, où c'est fait sans ordinateur. Hein, c'est juste un tableau avec des magnets et un fever chart sur un mur. On peut le faire aussi comme ça. Donc, pour moi, pour nous, les enjeux de réussir des projets CAPEX font que ça, il vaut mieux utiliser un outil. Mais si c'est pas possible, ça devrait vous permettre quand même de faire de la chaîne critique, même si au niveau de l'optimisation en particulier, vous allez peut-être pas pouvoir aller aussi loin que si vous avez des outils logiciels, parce qu'ils sont très vite, ils vous montrent le problème. Là, on a eu un exemple avec le géomètre et les nacelles, mais je pourrais vous en donner des dizaines où c'était pas si évident que ça avant de mettre le défi dans le logiciel, de voir quelles étaient les clés qui allaient permettre d'accélérer les choses, n'est-ce pas? Euh, voilà. D'autres questions, Étienne? Oui, on a une autre question qui est la suivante. Au-delà des gains sur les temps et délais, quid des gains sur les coûts? Est-ce que vous avez quelques chiffres? Merci. Les coûts sont en général stables. C'est vrai que si on prend les deux cas que j'ai pris, parce que je pense qu'ils sont assez représentatifs de l'évolution sur les coûts, le premier de Safran Mante, ils ont loué deux autres nacelles, cherry pickers, pour faire le câblage dans le plafond. Et donc, ils sont passés de quelque chose où ils avaient un planning en 8 semaines, hein, qui n'aurait jamais été accepté, avec une seule nacelle, et ils ont fini avec quelque chose qui était prévu en 8 jours ou 2 semaines, avec trois nacelles. OK? Bah, faites le calcul. Trois nacelles pendant 2 semaines, ça fait 6 semaines de location nacelle par rapport aux 8 semaines initialement estimées. Donc, il est vrai que, c'est parce que cet exemple-là, pour moi, est assez générique, vous allez mettre plus de moyens en parallèle dans vos interventions, hein, trois nacelles au lieu d'une, mais vous allez aller beaucoup plus vite. Et le résultat, c'est que normalement, les coûts de sous-traitants, d'équipements, de location, etc., seront inférieurs à ce qu'ils étaient par une approche traditionnelle. OK? Euh,
Le deuxième cas où on avait un déménagement et où on a recruté un géomètre de plus, bah, ça a permis d'aller 2 fois plus vite sur l'usine. Alors là, on pourrait discuter de l'avantage ou pas, parce que c'est vrai que c'était lors d'une fermeture, celui-là était lors d'une fermeture de l'usine pour un mois d'août. Donc ils n'ont pas pu produire plus. Donc c'est vrai que là, bon, ils ont payé un géomètre de plus pendant 10 jours. Donc les coûts ont légèrement augmenté. Mais voilà, ce qui est bien sûr spectaculaire, c'est qu'il y a eu zéro dérive entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, ni de surcoût, ni de retard, etc. Et donc voilà. Très souvent, les coûts sont soit stables, soit réduits quand on passe d'un management traditionnel au management par la chaîne critique, tout simplement parce que les choses vont beaucoup plus vite avec moins de surprises, moins de problèmes, moins de désagréments à droite et à gauche. Donc on ne perd pas les moyens qu'on a mis en œuvre dans le déroulé. D'autres questions? Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la phase d'optimisation? Ben, je vais me remonter dans un slide parce qu'il vaut mieux avoir quelque chose sous les yeux ici. Et vous comprendrez mieux si vous regardez les vidéos, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne critique. Voilà, là. Vous avez ici sur cette page, en bas à droite, un planning des différentes tâches qui vont être réalisées. Bon, c'est un cas d'école, soit, mais vous allez comprendre le principe, dans lequel, soit vous faites à la main, soit vous faites avec un logiciel chaîne critique, il calcule où est la chaîne critique. La chaîne critique est le cousin proche du chemin critique, sauf qu'il prend en compte la disponibilité des ressources, et donc Pierre n'est pas prévu pour faire deux choses à la fois, n'est-ce pas? Donc c'est un chemin critique nivelé, pour utiliser le vocabulaire de Microsoft. C'est cette séquence-là qui va donc déterminer le succès ou l'échec du projet, n'est-ce pas? D'où le fait qu'on s'assure à ce qu'il y a un phénomène de course de relais, qu'on ne perd pas une seconde entre une tâche et une autre sur ce point-là, à l'aide du mascotte. Okay. Mais quand on est en optimisation, on va regarder ce genre de choses et on va se dire, bah, tiens, si j'avais un deuxième Pierre, qu'est-ce qui se passe? Et on dit, bah, allez, j'ai Pierre 1 et Pierre 2, je remouline les choses, et vous voyez ici que si j'avais deux pierres, bah, tout ça, ça allait pouvoir aller beaucoup plus vite, et j'irais plus vite. Ok? Donc ça, c'est sympathique. Sauf que probablement, si je fais ça, si je prends deux pierres, je vais peut-être me retrouver avec un problème ici, avec ces lignes et ces tâches-là, n'est-ce pas? Puisque ça va aller plus vite, donc c'est peut-être ici que ça va coincer. Donc, après avoir fait une première optimisation qui me dit, tiens, je vais me trouver un deuxième pierre, j'ai un nouveau modèle, mais qui pose un problème au niveau de, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais de Céline, ou de tel sous-traitant de BTP, je ne sais pas. Et là, vous regardez, vous voyez si on peut optimiser, ainsi, de proche en proche, de pas en pas, simulation par simulation, on passe de 8 semaines à 7,5, à 7, à 6,5, à 6, etc. Et on optimise, on optimise, on optimise pour sans cesse avoir des délais plus courts, tout en restant robuste, hein. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans les estimations de tâches avec des durées focalisées ou optimistes, et également des durées pessimistes. C'est-à-dire que pour chacune de ces tâches qui sont là, on va demander aux intervenants deux durées, pas une, n'est-ce pas? Cette tâche-là, ça peut prendre combien de temps? Et la réponse est, si tout va bien, ça va me prendre 4 jours, mais si j'ai des problèmes, ça pourrait prendre 9 jours, par exemple. D'accord? Et tout le monde répond de la même manière. Il ne donne pas un temps, il donne deux temps. Le temps optimiste, il est pris dans le planning, comme vous le voyez ici, et le temps pessimiste, il est utilisé pour définir la taille du buffer, la taille de la sécurité qu'il nous faut, car s'il y a des forts écarts entre l'optimiste et le pessimiste, bien sûr, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le projet, et en faisant un petit calcul statistique, on peut juger de quel est le taux de risque ou le taux d'incertitude dans le projet dans son ensemble. Et donc l'optimisation, c'est pas seulement réduire la durée optimiste ou la durée focalisée d'une tâche, mais ça peut être aussi essayer de réduire les incertitudes, parce que ça permettra de réduire la taille de son buffer. Donc quand on optimise, comme dans ces exemples-ci, on va à la fois optimiser sur la durée des tâches et dérisquer
le projet en identifiant quel problème je pourrais avoir. Le générateur pourrait tomber en panne, donc il nous faut un deuxième générateur. C'était le cas au Burkina Faso, ce genre de choses. Ainsi, on va réduire la durée du projet et assurer qu'il se termine à l'heure. Donc, c'est une étape très importante qui prend du temps et auquel les gens sont peu habitués initialement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire confiance au planning. Ils se disent ça sert à rien de planifier dans le détail comme je viens de vous l'expliquer parce que dès que je lance l'exécution, de toute façon, ça va être n'importe quoi et plus personne va regarder le planning initial. C'est pas le cas du tout en chaîne critique. On regarde très précisément ce qui se passe et si on a bien travaillé, ça colle parfaitement dans le planning. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une autre question là, je vois. Comment gérer quand la tâche revient à un service entier au lieu d'une personne? C'est, je dirais que ça dépend un peu de si vous êtes sur la chaîne critique ou pas. Si vous êtes sur la chaîne critique, c'est donc très important et il vaut mieux avoir au préalable défini comment le service va le faire, c'est qui va faire quoi dans ce service. Si c'est une tâche non critique, vous pouvez vous permettre de pas rentrer précisément dans le détail de la tâche et avoir une tâche globale dans laquelle la ressource c'est le service ou une partie du service. Les ingénieurs méthodes, il y en a 4 ou je ne sais quoi. Et puis les modalités de cette manière. Voilà. Pour la question combien coûte un diagnostic flash, c'est pas cher, contactez-nous. Un exemple de mesure de l'avancement physique sur le chemin critique, c'est des mascottes. Hein. Je reviens sur parce que c'est pas évident et tout le monde adore. Et c'est voilà ici. Donc la mascotte, hein, la question c'est un exemple de mesure avancement physique sur le chemin critique. Nous utilisons donc une mascotte. C'est un objet remarquable qui va suivre physiquement la chaîne critique du projet. La chaîne critique du projet n'est seulement qu'à un endroit, à un moment donné, dans un bureau, auprès d'une machine, entre les mains du géomètre, etc. Donc il y a que une mascotte pour un projet. Je sais pas, parce que nos clients ont un sens de l'humour, c'est souvent des trucs assez gros, assez remarquables, etc. pour qu'on les voit bien, pour servir de communication. L'idée étant que les personnes qui ont la mascotte, on ne doit pas les embêter, pas venir les inviter au café, etc., les laisser travailler, voire peut-être les aider s'ils ont besoin d'aide pour quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va savoir où se trouve la chaîne critique, ce cousin proche, le chemin critique. Vous pouvez faire ça aussi quand vous avez plusieurs projets en cours dans une organisation. Vous pouvez avoir plusieurs mascottes. Si vous avez plus de 30 différents projets, ça va vous faire 30 mascottes, ça devient un peu une ménagerie et là, il faut peut-être penser à autre chose. Si vous avez 4 mascottes qui traînent pour les 4 différents gros projets en cours, ça marchera très bien. L'autre chose qu'on fait, hein, si on a des portefeuilles avec beaucoup de projets simultanément, c'est arriver à la durée focalisée par des salles qui sont réservées, dédiées aux personnes qui travaillent sur la chaîne critique. Donc les gens vont dans une salle réservée pour les personnes qui travaillent sur la chaîne critique et dans celle-ci, les gens n'ont pas le droit de venir et les interrompre. Il n'y a pas de possibilité d'appel entrant. Ils sont au calme, ils peuvent travailler de manière focalisée sans être dérangés. Ils sont dispensés des réunions stupides, etc. Ils peuvent avancer vite et bien. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une des astuces qui explique les résultats bizarres qu'on obtient, c'est qu'au début, vous allez demander à quelqu'un quelle est la durée optimiste et pessimiste pour une tâche. Et parce qu'il croit, et dans cette durée optimiste, les conditions de cet optimisme, c'est vous n'avez que ça à faire, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour travailler et vous n'êtes pas dérangé. D'accord? C'est ça les conditions exactes de la définition du temps focalisé. C'est dans les conditions parfaites de travail, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous n'avez que ça à faire, vous n'êtes pas dérangé par votre chef, etc. Combien de temps ça vous prendrait dans ces conditions idéales de travail? D'accord? Et
Donc, quand les gens entendent ça, la première fois, ils donnent des chiffres très rapides, hein, parce qu'ils se disent, bah, jamais personne ne créera cet environnement-là. Et donc, ils vous disent, bah, si vous me faites ça, moi, je peux le faire en 2 jours. Okay, avant, ils disaient 10 jours. Et tout d'un coup, ils disent 2 jours. Okay, et le temps pessimiste, bah, c'est 10 jours, si tout va bien, peut-être même 14. Okay, donc, ils vous disent entre 2 et 14. Sauf qu'après, vous les mettez dans des conditions aussi idéales que possible de travail avec ce système de la mascotte et de la chaîne critique. Et tout d'un coup, on leur dit, ben voilà, c'est à vous de passer, c'est à vous là, Simon, là, vous allez faire cette tâche. Voici le projet, le kit d'information est en complet conforme, vous devez faire le plan de ceci, etc. Vous avez 2 jours et vous êtes dispensé de toute réunion et personne ne va venir vous interrompre. Et comme par hasard, ils le font assez vite, beaucoup plus vite qu'auparavant. D'accord? Donc voilà comment on les visualise et c'est vraiment très très étonnant parce que les résultats, les délais très courts que vous voyez, hein, de quelques jours, là où il y avait quelques semaines avant, c'est parce qu'effectivement les gens arrivent à travailler dans les conditions qu'ils n'ont jamais rencontrées avant, de pouvoir se concentrer et de faire vite et bien le travail. Je peux vous donner un autre exemple de saut spectaculaire entre le délai ancien et le délai chaîne critique, et qui va vous démontrer un peu le genre d'intelligence et de netteté sur la gestion des incertitudes. C'est pas un projet CAPEX, c'est un projet de développement de nouveaux produits pharmaceutiques. Ok. Bah, à un moment donné, pour définir la stabilité de votre médicament, vous devez le mettre dans des conditions thermiques contrôlées, dans un frigidaire, par exemple, à telle température, pendant 12 mois, pour voir si, après 12 mois, il est encore stable, etc. C'est pour déterminer les dates de péremption des produits, etc. Ça, c'est imposé par la loi. Donc, vous ne pouvez rien faire, c'est 12 mois. Okay, donc, la durée optimiste et pessimiste, c'est la même, c'est 12 mois, ni plus ni moins. Donc, on ne va pas pouvoir comprimer toutes les durées. Hein. Il y a des durées où vous êtes, je sais pas, fait par un sous-traitant sur qui vous n'avez aucune pression. De toute façon, ça pourra pas être comprimé. Donc là, cette phase-là n'est pas réduite, mais juste après, on écrit le rapport pour dire que le produit est stable et tout s'est bien passé. Et dans cet exemple-là, les personnes avaient prévu 2 semaines pour écrire le rapport. Ben, quand on regarde en fin de compte le rapport, c'est très simple, c'est un papier pro forma qui est rempli. Il y en a pour 5 ou 10 pages et il y en a pour même pas 2 heures de travail dans les conditions focalisées. J'ai que ça à faire, j'ai toutes les informations qu'il me faut, etc. C'est de la mise en forme de documents en fait. Euh, donc voilà, faut comprendre que ce qui est sympathique et intéressant avec l'approche chaîne critique, c'est que on parle très très explicitement des incertitudes. Là, il y en a, là, il y en a pas, là, j'ai un problème, etc., etc. Et on habitue tout le monde à parler très franchement des problèmes qu'ils ont, ce qui permet d'avoir des bonnes discussions sur le niveau de risque qu'on prend, comment s'en protéger, etc. Qui normalement sont déjà des choses que vous faites par le management de projet traditionnel, hein, le management des risques du PMI ou autre, où on essaie de minimiser les risques. C'est pas spécifique à la chaîne critique, bien entendu. Hein. Excusez-moi, j'ai été un peu long, Étienne. Je me suis perdu dans ma longue réponse. D'autres questions? Je vois qu'il y a plein de questions là tout d'un coup. Oui, il y a d'autres questions. On avait une question sur la mesure de l'avancement physique à laquelle tu as répondu. Ensuite, comment éviter les décalages lors de prise de décision, comme valider une implantation, un fournisseur, une date, lorsque ces prises de décision font partie de la chaîne critique. Bah, c'est amusant, mais peut-être que le plus amusant des exemples vient des projets non pas de CAPEX, mais de développement de produits. Et c'est un vécu. Donc, dans une entreprise faisant de la chaîne critique avec 6 différents projets de développement de nouveaux produits pharmaceutiques en cours, le patron de la recherche et développement part en Chine pour une réunion très importante. Il part pendant 3 semaines et il revient. Quand il revient, il y a 5 mascottes devant la porte de son bureau parce qu'il est attendu pour 5 décisions critiques dans sa société. Voilà, donc effectivement, ces sujets-là de prise de décision sont importantes. Nous, on a peu ce genre de problème, franchement, mais c'est parce que nous essayons bien de positionner ces interventions comme il faut, c'est-à-dire que nous faisons
en général une formation de au moins 4 heures de la chaîne critique au comité de direction de l'entreprise pour s'assurer qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire et à quel point, quand ils sont sur la chaîne critique, ils doivent être exemplaires et prendre rapidement leurs décisions et ne pas tergiverser, etc. Et l'autre chose, c'est que pour ceux qui connaissent bien ce genre de choses, on est en train de dire que la date à laquelle on va passer un jalon, par exemple, va varier dans le temps, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement quand elle va avoir lieu. On ne va pas attendre pour une date prévue de date de réunion, de passage de jalon. On va le passer dès que possible. Et le management doit accepter cette idée qu'ils vont peut-être recevoir un coup de fil avec un peu de préavis. Hein, les choses se déroulent bien. Le passage du jalon de pré-série était prévu dans 3 semaines. Finalement, on pense qu'on va le faire la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez, monsieur, on va déplacer cette réunion pour passer le jalon à telle date. Donc, oui, quand on va aux vitesses qui sont là, il faut que tout le monde joue le jeu, y compris les patrons, et qu'ils ne tergiversent pas dans les prises de décision et qu'ils aillent vite. Et parce qu'on rend très visible ce qui se passe, en général, les gens réagissent tous très rapidement, que ce soit dans l'exécution ou dans les comités de direction, etc. Parce que si quelque chose est arrêté, hein, c'est simple, ça se voit tout de suite. Hein, c'est la ligne, elle monte tout de suite dans le vertical, vers le rouge. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le projet s'est arrêté? Bah oui, le chef, il n'a pas encore pris sa décision de machin. Voilà. Peut-être une toute dernière question. Oui, est-ce que le MPPC, donc je suppose que le monsieur se réfère à la chaîne critique, Oui. peut être appliqué sur une production en mode projet avec un ordonnancement de 200 lignes? De 200 lignes, un mode projet. A priori, oui. Hein, je sais pas si le nombre de projets qu'on peut faire. Je sais pas sûr si c'est le nombre de tâches qu'il y a dans un projet ou le nombre de projets simultanément. Mais la réponse est oui pour les deux cas. Je prends un grand de la cosmétique qui développe, par exemple, ses rouges à lèvres et ses crèmes, etc. Il a 900 produits dans son portefeuille en parallèle avec les différentes couleurs de rouge à lèvres, les différentes gammes, etc. Et ça se passe bien. Oui, il faut un outil informatique pour quand on est dans des volumétries pareilles. Quant à avoir 200 tâches successives tâches pour un seul projet, oui, on fait ça. Hein, c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais s'il faut faire un porte-avions avec 100 000 différentes tâches identifiées, il y a un réseau comme celui que vous avez sous les yeux, sauf qu'il a 100 000 tâches, il n'en a pas 40. Donc, la chaîne critique est quelque chose qui traite des projets, quels qu'ils soient, petits, gros, moyens, et ainsi de suite. Donc, je dirais que la vraie question de Monsieur Chakiri, la vraie subtilité, c'est de savoir si ils sont dans un niveau d'incertitude et de non-répétabilité pour qu'ils utilisent plutôt des ordonnancements de type production, de drum buffer, tambour, tampon, corde de la théorie des contraintes, par exemple. On considère que même s'il y a des variations, c'est plutôt du répétitif. Ou est-ce que il n'y a pas deux choses pareilles et que c'est vraiment du mode projet et qu'il faut traiter chaque entité de manière différente parce qu'ils se ressemblent, mine de rien, ils ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Excusez-moi, mais ça sera ma réponse. De toute façon, là, je vois, il y a eu plein d'autres questions. On s'engage à vous répondre par écrit. On a vos noms et vos emails. Pour ceux que je n'ai pas pu, les questions que je n'ai pas pu traiter, on répondra par écrit. D'accord? Voilà. Donc, allez-y, essayez. Vous allez voir, c'est amusant. Les résultats sont extraordinaires. C'est pas compliqué. Je vous le recommande. Merci. Au revoir.